Pour parler de produire durable, on va accueillir ensemble Gaspard Koenig qui sera avec nous dans quelques instants en direct. Nicolas Paille, Sophie Prima et Stéphane Gigandet. Ils viennent me rejoindre. On va les découvrir juste après avoir écouté pour la deuxième fois Hervé Pillot qui partage encore une fois son regard. Lui, il appelle un New Deal entre l'agriculteur et le consommateur. Écoutez. Un New Deal est à créer entre les agriculteurs et ce qu'on appelle désormais des consommateurs. Pourquoi consommateurs? Parce que le consommateur veut être acteur de sa propre consommation, ce qui est une bonne chose. Ces trois éléments, c'est réhabiliter la science, c'est rémunérer l'agriculteur pour l'ensemble du travail qu'il fait, et puis à partir de l'agriculture, maintenir un tissu agricole, agroalimentaire sur les territoires. Réhabiliter la science, c'est dire la vérité en fait. On n'arrivera pas à faire de l'agriculture sans rien. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est le fondement même de tous les métiers, particulièrement du nôtre, de faire comme ça. Rémunérer, c'est rémunéré par l'alimentation, mais peut-être demain pas que l'alimentation. Il y a d'autres finalités de l'agriculture, stocker du carbone. Est-ce qu'on doit faire payer aux consommateurs alimentaires le stockage du carbone? Je ne suis pas sûr. Il y a des choses à inventer avec les collectivités, avec les entreprises sur le territoire. Et justement, sur ce territoire, à partir de l'agriculture, c'est tout un tissu qui existe, qu'il faut à la fois conserver, mais également développer. La vie des territoires ruraux se fait autour de l'agriculture pour une bonne partie. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Nicolas Paille, Sophie Prima, Stéphane Gigandet. Bonjour à vous trois et bonjour Gaspard Koenig qui est avec nous en direct et bien connecté, isolé, mais ça c'est classique dans cette période, mais bien connecté. Bonjour Gaspard, vous nous entendez bien? Bonjour, vous me recevez bien? On vous reçoit formidable, voilà, comme Thomas Pesquet dans sa station, ou comme vous, pas très loin d'ici. Merci d'être avec nous. On va réagir à ce qui se dit là, et puis vous écouterez vous aussi tout à l'heure quelques infos de la part de ces consommateurs. Je vous donnerai quelques infos aussi issues d'un sondage. Je voudrais d'abord commencer avec vous pour planter le décor de cette séquence, Gaspard Koenig. Alors, je ne sais pas comment vous présenter, parce que vous avez une carte de visite en format A3 recto verso qui est bien remplie. Je dirais de vous, Gaspard, que vous avez notamment lancé un parti politique ou un mouvement, à vous de me dire ce que c'est exactement, qui s'appelle Simple. C'est bien ça, je me trompe? C'est un Oui, mouvement? tout à fait, tout à fait. Oui. D- Mouvement, parti, c'est un peu la même chose. D'accord. Et Clairement, la même chose en tout cas. très bien. Pour vous, il y a une bonne et une mauvaise complexité. Il y a celle qui vient du bas, la bonne, et celle qui vient du haut, la mauvaise. Et même si Hervé Pillot, d'ailleurs, dans ce qu'il vient de nous dire, ne parle pas spécifiquement de complexité, ce New Deal qu'il appelle de ses voeux, est-ce qu'il n'est pas entravé justement par une partie, ou en partie par la bureaucratie? Racontez-nous votre regard, parce que si votre mouvement s'appelle Simple, c'est qu'il y a quelque chose justement qui vous titille de ce côté-là. Oui, alors bonjour à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas être là en chair et en os. Ces réunions virtuelles sont pénibles pour tout le monde, donc merci de les supporter. C'est un peu pour moi d'ailleurs un retour aux sources d'être là, puisque mon grand-père a travaillé toute sa vie dans une coopérative agricole en Normandie. Donc vous voyez, j'y reviens doucement. Après, j'aborde ces sujets avec quand même une grande modestie, parce que je ne suis pas spécialiste des questions agricoles, donc je vais essayer d'en parler avec humilité, et n'hésitez pas à me reprendre si je dis d'énormes âneries. Effectivement, pour revenir au thème où là je me sens plus sur mes terres, si je puis dire, que celui de la complexité administrative, bureaucratique, mais aussi de la complexité qui est générée par les normes privées. Il me semble que c'est un thème qui est un vieux serpent de mer, que le Conseil d'État signale tous les 5 ans dans des rapports en expliquant que l'inflation normative a atteint des points insoutenables, qu'on a entre 400 et 500 000 normes dans le pays, que nul n'est censé ignorer la loi, mais que plus personne ne peut la comprendre ni la respecter, etc. Et c'est quelque chose qu'au fond, on traite toujours un peu à la légère, avec une commission de simplification, un choc de simplification, une loi de simplification. Moi, mon sentiment, c'est que c'est véritablement matriciel pour le pays, parce que derrière la complexité, il y a des rapports de pouvoir, il y a toute une organisation de l'État, il y a une défiance très forte entre les autorités et individus, une défiance d'ailleurs réciproque. Et cet aspect un peu vital de la complexité, je l'ai perçu en sillonnant le territoire, alors l'année dernière à cheval, et puis cette année en voiture et en train. Euh, et c'est vraiment le retour des territoires. Et pour moi, le sujet
qui est central dans ce que me disent les maires, les agriculteurs, les associations, les entrepreneurs, les citoyens. Sujet qui est souvent peu abordé dans les sondages, qui est considéré comme fastidieux ou poujadiste, mais qui est véritablement au cœur des difficultés quotidiennes des gens, parce que de quoi parle-t-il le soir à table? Et ben de tel article du code rural, de quel conflit avec la DRAC, avec la DREAL, avec la DDT, de telles normes qui, étant absurdes et s'appliquant mal sur leur territoire, leur rend la vie impossible et qui, du coup, suscitent une irritation supérieure bien souvent aux dommages créés. Alors, il est certain que ce constat, je l'ai fait en grande partie aussi dans les campagnes, puisque, bien sûr, sillonnant le territoire, notamment quand j'étais à cheval, j'étais essentiellement en milieu rural, et il se trouve que les agriculteurs, viticulteurs et autres sont ceux qui souffrent sans doute le plus de cette question de la complexité. Et on voit apparaître à travers eux, je pense, les trois grands thèmes de cette question: le thème de la liberté, le thème de l'état de droit, le thème de l'injustice sociale. Alors, le thème de la liberté, parce que chacun se sent emprisonné dans ce que Max Weber appelait une cage d'acier, alors que l'agriculteur, souvent... Alors, l'agriculteur, d'ailleurs, peut-être qu'il faut rebaptiser le paysan, parce que c'est souvent comme cela qu'eux-mêmes se définissent. Il y a d'ailleurs une nouvelle fierté qui est reconquise sur le terme de paysan, qui n'est plus conçu comme péjoratif. Et le paysan, s'il a choisi ce métier, c'est aussi pour la liberté qu'il lui donne, la liberté de l'espace d'abord dans lequel il circule, la liberté de choisir ses productions, et la liberté d'être son propre patron et de pouvoir faire ses propres investissements. Et cette liberté, elle est évidemment de plus en plus rognée. Et on sait que les agriculteurs passent en moyenne un tiers de leur temps à faire de l'administratif, c'est-à-dire à être en fait les fonctionnaires d'eux-mêmes, les comptables d'eux-mêmes, à recenser leurs propres actions. Et j'ajoute que c'est souvent, dans les couples d'agriculteurs, la femme qui se retrouve derrière l'ordinateur. On en voit des exemples un peu partout sur le territoire. Je rappelle de petits viticulteurs qui tout simplement ne pouvaient pas mettre leur dortoir, le dortoir des vendangeurs aux normes. C'est pas possible. Il fallait rajouter une douche et c'était leur habitation à eux, donc ça marche pas. Alors, évidemment, pour mettre les chandons, c'est facile de faire des dortoirs aux normes, mais pas pour le petit. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait le petit? Soit il fait ça dans une insécurité juridique où il se dit qu'il peut toujours prendre une amende de 15 000 euros. Soit il embauche une société externalisée qui va lui fournir des vendangeurs anonymes. Et vous voyez, vous perdez dans ce processus beaucoup d'âmes. On trouve des injonctions contradictoires, des gens à qui VNF dit qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser l'eau du canal, à qui la DDT dit oui, qu'ils doivent remonter au préfet. Tout ça prend 1 an et demi pour savoir s'ils peuvent arroser leur plantation avec l'eau du canal. On trouve des gens qui sont dans des catégories qui tout simplement sont hors des cases. Une dame dans le Cher qui avait une ferme auberge. À la ferme, ça évoquera des choses, je pense, aux gens qui connaissent le monde de l'agriculture. La ferme étant en GAEC, l'auberge étant SARL. C'est très compliqué parce qu'il faut refacturer de l'un sur l'autre, déduire les heures de travail de l'un sur l'autre, faire deux comptabilités différentes. Et bref, vous avez un sentiment très réel, je pense, d'asphyxie administrative quand il faut désormais poser une déclaration préalable de travaux pour changer une clôture. Et qui sont des freins finalement, j'imagine, dans tout ce que vous dites, c'est des freins, des difficultés supplémentaires pour les acteurs économiques et notamment pour les acteurs agricoles. C'est ce qui leur permet de mieux produire, de mieux vivre, eux-mêmes d'ailleurs, en tant que citoyens. D'ailleurs, ça a été nourri, votre réflexion a dû être nourrie parce que vous avez entendu dans notre première table ronde tout à l'heure, quand on parlait de désindustrialisation, de la contradiction entre l'envie de local, mais la contradiction avec les nuisances que l'on reproche aux agriculteurs à côté. Mais c'est-à-dire que je pense que ça va un peu plus loin, parce qu'il y a quand même, la situation n'est pas la même pour tous. Comme toujours dans ces histoires de normes, globalement, les gros, pour le dire un peu vulgairement, les gros s'en sortent assez bien, voire même en profitent. Et j'ai rencontré des céréaliers dans la Beauce, des gens très bien, pas du tout des profiteurs ni rien, mais enfin des gens qui gèrent les déclarations PAC, qui ont les bons logiciels, qui sont se transformés véritablement en entrepreneurs 2, 3, 4.0, et qui se sont adaptés à cette complexité. Et quelque part, j'ai le sentiment que le phénomène de concentration qu'on voit dans l'ensemble de l'économie, en particulier dans l'agriculture, puisque le recensement décennal a noté que le nombre d'exploitations a chuté de 20%, donc la taille des exploitations ne cesse d'augmenter. Ce phénomène de concentration, je pense qu'il est très lié à cette question normative. Il faudrait sans doute le prouver, mais parce que quand vous êtes dans un monde aussi contraint, eh bien, vous avez besoin d'avoir plus d'assises, d'avoir plus de chiffre d'affaires pour pouvoir gérer la norme. Et donc, quelque part, ce système-là, il tue, disons, celui que par ailleurs on valorise dans le discours politique, c'est-à-dire exactement ce que vous décriviez, le circuit court, le petit, la vente à la ferme,
où il faut respecter des normes d'accueil du public, par exemple, qui sont souvent très complexes. Donc, face à ça, il ne faut pas se désespérer. D'abord, je pense qu'il faut faire le constat. Le constat, il est Faut bien partagé, et ça vous le aussi, comme partagez très bien, Gaspard, maintenant. Le constat, il est partagé par tous, je pense, ici. La solution, c'est quoi? Ou les solutions sont lesquelles, selon vous? Alors, d'abord, comme le disait un de vos interlocuteurs précédents, la question n'est pas d'avoir moins de normes, enfin si, mais la question n'est pas de détruire la norme, évidemment, n'est pas de moins protéger le consommateur ou que sais-je. La question est de la mettre au bon niveau d'intelligibilité, qui permet ensuite de faire confiance aux gens pour l'adapter euh, d'une manière conforme à leur situation, leur environnement, leur terrain. Plus la norme est précise, plus elle est inadaptée et plus elle traduit la défiance, en fait, vis-à-vis de l'acteur. Plus elle est large, plus elle permet à chacun de s'adapter. S'adapter, c'est une chose que les agriculteurs savent très bien faire. Alors nous, on a proposé une réforme, on propose dans le cadre national, une réforme systémique, dans le cadre du débat présidentiel, qu'on a baptisé Projet Portalis, du nom de ce juriste que Napoléon avait nommé, entre autres, pour recodifier la loi après la Révolution française et dire sur le magma incompréhensible du droit féodal, on va réécrire la loi. Donc l'idée n'est pas d'enlever telle ou telle norme surnuméraire, mais de retenir, de garder uniquement celles qui sont pertinentes, de travailler en sens inverse et de faire ça sur l'ensemble des codes, l'ensemble des sujets d'un coup. C'est ce qu'avaient fait Antoine Lyon-Camp et Robert Badinter sur le droit du travail il y a quelques années. C'est possible de faire ça, de remonter à un niveau de généralité qui permettent ensuite à chacun de prendre ses responsabilités. Et Portalis dit d'ailleurs très bien dans sa préface au projet de code civil que la simplification suppose de faire confiance en la raison humaine et suppose aussi d'accepter l'incertitude et le risque, bien évidemment. Et ça, c'est vraiment un choix sociétal qu'il faut mettre sur la table. Voulons-nous vivre dans une prison à ciel ouvert où tout sera sûr et contrôlé, ou est-ce que, pour regagner une forme de liberté, d'initiative, nous acceptons un certain niveau de risque incompressible dans notre société? Après, plus spécifiquement, s'agissant des agriculteurs, moi, j'ai regardé ce que proposait la coopération agricole. Je trouve notamment qu'il y a deux choses qui sont tout à fait pertinentes. Premièrement, d'instaurer un principe d'équivalence des normes, et je trouve que, quelque part, l'équivalence des normes est plus puissante que l'harmonisation des normes, et qu'aujourd'hui, dans le cadre européen, on a tendance, une de vos interlocutrices précédentes le disait, à vouloir tout harmoniser, que les taux d'IS soient les mêmes pour tous. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense que la solution, c'est au fond la reconnaissance mutuelle pour que des modèles différents puissent continuer à exister. Et puis, deuxièmement, vous parlez d'évaluer l'impact des surtranspositions françaises. Et là, je pense que vous touchez un point très important, c'est que tout le monde dit toujours c'est la faute de l'Europe. L'analyse qu'on a fait avec les juristes qui travaillent avec moi, c'est que c'est peut-être vrai dans 10% des cas, mais que dans 90%, la grande question, c'est la surtransposition de laquelle l'administration française est coutumière et connue pour ça. C'était largement recensé dans des rapports du Sénat notamment. La France surtranspose, c'est-à-dire qu'elle en rajoute. Et j'ai rencontré effectivement par exemple des riziculteurs en Camargue Oui. qui nous expliquent que les normes environnementales sont très bien, mais le problème, c'est que quand vous les surtransposez, en France, vous allez interdire 3 fois plus de produits phytosanitaires que c'est le cas en Italie et en Espagne, pays avec lesquels les frontières sont ouvertes, c'est naturel, parce que c'est un marché unique. Et que là, évidemment, il n'est pas possible de ne pas voir que ça crée une concurrence déloyale et que ça nourrit effectivement un très fort ressentiment. Donc je pense que cette idée-là d'évaluer, d'arrêter la surtransposition, c'est là aussi une vieille idée, puisque le Premier ministre précédent en avait fait un cheval de bataille, visiblement sans succès, mais ça reste quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. Merci beaucoup Gaspard pour ce regard et puis je reviendrai vers vous là-dessus parce que c'est intéressant de vous toucher du doigt des problématiques qui concernent les gens certainement qui nous regardent. Nicolas Paille d'ailleurs, Nicolas au micro, vous êtes directeur de la coopérative de Noirmoutier, vous produisez la fameuse pomme de terre primeur éponyme. C'est une complexité administrative que vous touchez du doigt, j'imagine, au quotidien. Racontez-nous. Au micro, pardon. Donc en novembre 2019, donc, nous avons eu connaissance d'un projet de loi, la loi AGEC, qui porte un projet ambitieux de la réduction, suppression d'un certain nombre de secteurs des emballages plastiques. Et la loi est passée en mode accéléré. Et donc, déjà, nous avions une grande surprise de constater que, là encore, l'agriculture est le bon client
C'est l'un des secteurs employeurs de main-d'œuvre français qui doit s'adapter le plus rapidement donc à cette loi. Rendez-vous compte, novembre 2019, pour une mise en application, logiquement, au départ, 1er janvier 2021, sans tenir compte de tout l'appareil d'emballage, on peut dire industriel, dans chacune de nos coopératives. Donc c'est quelque chose qui est totalement insoutenable. Bien sûr. Alors, en même temps, c'est vrai que cela correspond, au-delà de cette injustice, la façon dont est traitée l'agriculture, cela correspond à une demande sociétale. Oui. Donc, contrainte réglementaire, et cette contrainte réglementaire doit nous entraîner des innovations. Alors, lorsque nous avons eu connaissance que 70% de nos UVC, c'est-à-dire unités de vente consommateurs, qui utilisaient des emballages fraîcheur plastique pour éviter le phénomène de verdissement de nos pommes de terre, et c'est vrai pour les asperges, pour un certain nombre de produits, on doit trouver en accéléré, presque en mode survie, une innovation majeure. Et donc, dans le cas de la coopérative agricole de Noirmoutier, donc en 3 mois, en mobilisant nos fournisseurs industriels, machines, nos fournisseurs cartonniers, notre agence de com. Donc on a proposé à notre conseil d'administration qui a validé un projet. Et en 3 mois, pour la campagne 2021, c'est-à-dire pour le 17 mars exactement, eh bien, nous avons lancé une innovation pour répondre à cette contrainte. C'est action-réaction par rapport à l'actualité. On parle de contrainte, il y a une autre contrainte, c'est que vous avez aussi eu du mal à obtenir des aides. Voilà, donc on parlait tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'aides qui devaient aider les différents outils à s'adapter. Je prends notre exemple, nous avons déposé 3 dossiers pour pouvoir atteindre une aide et accompagner ce nécessaire investissement. Les gens se sont mobilisés, on y est arrivé avec succès et on est heureux et fiers de cela. Mais en même temps, que de temps passé pour répondre aussi rapidement à cette contrainte. Oui. On n'imagine pas, en fait, même si certains le vivent, chacun à l'aune de sa situation, de sa coopérative, mais on n'imagine pas le quotidien. Juste un dernier mot là-dessus. Il y a eu aussi cette question de refus de l'administration de rejoindre les filières de recyclage. C'est quoi l'histoire? Oui, alors... Vous les accumulez, vous, les enquiquinements, pour parler poliment? Alors, c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire, nous n'avons pas attendu la loi AGEC pour commencer à réfléchir sur la nécessité d'évoluer vers des emballages plus vertueux. Donc, nous avons travaillé sur des emballages biosourcés à 95%, c'est-à-dire renouvelables. Mais malheureusement, on a besoin, autour de ces emballages biosourcés, nous avons besoin de polymères pour tenir l'emballage et garder les qualités physiques et de respiration telles que souhaitées. Eh bien, on apprend au cours des discussions qu'il y a des sphères d'influence, c'est comme ça, qui disent oui, mais comme il y a quelques pourcents de polymères d'origine pétrolier, eh bien, c'est pas possible. C'est devenu un mot tabou, voire un gros mot. Alors, Madame la sénatrice, je vous vais réagir à ce que vous entendez là. Ça fait partie des aberrations. Gaspard Koenig nous en a mis une tartine, mais il pourrait nous en mettre d'autres. Votre voisin, je le trouve bien poli pour raconter tout cela et l'embarras. Vous l'entendez au quotidien, j'imagine aussi. C'est remonté. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que parlementaire, quand vous entendez ça?
Alors moi je vous trouve bien calme, en effet, et bien résilient, en tout cas comme entreprise. Et c'est vrai que dans la loi aujourd'hui, il y a une accélération en fait de la politique, il y a une accélération du résultat, il y a une accélération de la communication. Donc on veut se battre contre le plastique, donc on va se battre contre le plastique, et il faut que dans les 18 mois qui viennent, l'ensemble des industriels soient prêts. On veut se battre contre les phytos, et donc il faut que dans les 2 ans qui viennent, on arrête la moitié des phytos. On a vu l'épisode par exemple des néonicotinoïdes sur les betteraves, où on n'avait pas de solution de remplacement, où il y a eu une catastrophe quasi industrielle. Il a fallu revenir dessus. Donc on est dans un temps court, une accélération de la communication qui n'a rien à voir avec le temps de l'agriculture. Il y a une moisson par an en France. Bah oui. Voilà. Et donc, quand on fait des innovations, quand on fait des modifications, eh bien, on les fait une année, on se plante, on recommence l'année d'après, on va un peu mieux, on trouve les moyens de s'améliorer. Et dans l'industrie, il y a la nécessité, évidemment, de toujours travailler sur l'innovation et la recherche, mais il faut du temps, parce que les chercheurs, ils cherchent beaucoup avant de trouver. Et donc, on a véritablement besoin de temps. Et aujourd'hui, on est dans ce paradoxe, nous, les politiques, Bien sûr. d'un affichage d'un quinquennat, d'ailleurs, qui était une bêtise au passage, mais en tout cas d'un quinquennat qui a besoin d'afficher des choses, qui a besoin d'afficher des résultats, mais qui ne correspond pas au temps du business, qui ne correspond pas au temps de la recherche, qui ne correspond pas au temps de l'agriculture. Oui, et puis au-delà du quinquennat, il y a votre mandat à vous de sénatrice, il y a le mandat du député, il y a le mandat du maire, etc. Tout le monde court derrière son calendrier électoral pour évidemment rendre des comptes parce qu'on attend ça, évidemment. Moi, vous savez, quand on fait une loi sur le plastique et qu'il y a une société dans l'Est de la France qui vient vous voir et qui dit si vous mettez en application la loi, dans 18 mois, je ferme mon entreprise, je vais m'installer en Allemagne et je ferai la totalité de ma production en Allemagne où j'aurai le droit de la faire. Quand vous êtes un parlementaire, alors moi je ne suis pas élu directement mais par les élus, mais peu importe, quand vous êtes député, ça doit vous parler quand même un petit peu sur voilà. Donc je trouve que voilà, on a beaucoup aujourd'hui, on souffre beaucoup. Alors moi j'adhère 100% à ce qu'a dit Gaspard Koenig tout à l'heure. Je pense qu'en fait Portalis, dont la statue est au Sénat et nous regarde, ça serait de bon augure qu'il ressuscite et qu'il vienne effectivement nous aider à travailler sur ce que dit Gaspard Koenig, c'est-à-dire lâcher les normes, c'est-à-dire également dans la loi, pas écrire dans la loi il nous faut un plastique de telle couleur, de telle contenance, de telle... voilà, parce que ça, c'est des détails qui n'ont rien à faire dans la loi, mais absolument rien à faire dans la loi. Et quand on veut faire évoluer ensuite les choses, il faut refaire une loi. Donc c'est complètement idiot. Donc il faut qu'on donne de l'air à la loi, qu'on donne de l'air aux normes, qu'on donne de la flexibilité et qu'on travaille dans le sens de la décentralisation. Parce qu'en fait, une loi, pour être applicable, elle doit pouvoir s'adapter au territoire, elle doit s'adapter aux différentes entreprises et à leur situation. Et pour ça, l'État décentralisé, qui est garant de l'application de la loi, peut appliquer la loi avec du bon sens, en fait. Le bon sens, on va voir si les Français en ont. On est allé, alors avec toute la subjectivité, évidemment, d'un micro-trottoir, on est allé les questionner dans la rue. Accrochez-vous à vos sièges, hein. Faut écouter, faut entendre. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de grandes quantités? Je ne suis pas sûre. Effectivement, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on avait besoin de nourrir et on avait besoin de produire massivement. Donc on avait besoin d'industrialiser l'alimentation. Est-ce que maintenant, à l'instant présent, en ce jour, on a vraiment besoin de manger autant? Je ne suis pas si sûre que ça. Pour ma part, je trouve que les OGM s'opposent à une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement parce qu'il y a peut-être plus de produits chimiques, c'est plus fait en laboratoire, en entreprise. Et encore une fois, c'est aussi un problème pour nos producteurs locaux qui, eux, font l'effort d'avoir une agriculture saine. Enfin, je ne pense pas que la technologie fasse qu'on ait une meilleure qualité. Enfin, je pense plutôt qu'à l'ancienne, on fonctionnait mieux. Je crois plutôt à l'inverse. Je pense que la technologie, c'est juste pour faire du rendement et certainement pas de la qualité. Il y en a un tout à l'heure qui nous demandait dans le micro-trottoir, je crois, des fraises à Noël. Je voulais saluer tous les producteurs de fraises à Noël, évidemment, sur le territoire. Enfin, on entend des trucs incroyables. Merci beaucoup de répondre aux questions. Je voudrais quand même, pardon, de mettre tous leur miroir tout de suite avec l'enquête IFOP que l'on a demandé. Voici un autre résultat du sondage IFOP et vous le voyez à l'écran. Alors, dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation suivante? C'est grâce à la science, par exemple la sélection génétique, la
robotique, les outils numériques d'aide à la production. C'est grâce donc à la science que l'agriculture gagnera le défi du développement durable, le respect de l'environnement, la viabilité économique, l'acceptation par la société. Alors, 60% sont d'accord, mais il y a quand même 40% des gens qui pensent que la science n'a rien à voir avec ce sujet. Gaspard Koenig, est-ce que ce résultat vous étonne quand vous le découvrez avec nous à l'écran? Il me semble qu'on associe. Le problème, c'est qu'on associe les progrès technologiques au productivisme à outrance, puisque c'est la manière dont ça s'est développé dans les années 70. Mais aujourd'hui, précisément, les progrès technologiques peuvent être mis au service d'autre chose, évidemment. Il est intéressant de voir, par exemple, de voir l'initiative de Xavier Niel, qui a fondé l'école Hectare, je crois, après avoir fondé l'école 42 pour les ingénieurs informatiques, qui consiste à reconvertir des cadres un peu déprimés et qui veulent se lancer dans les métiers agricoles, mais à les brancher aussi sur un écosystème numérique, sur des incubateurs. Et il est évident qu'avec des drones, par exemple, on peut mieux estimer les besoins en eau des différentes parcelles et donc économiser un peu d'eau. Je pense qu'il est... Moi, j'avais été visiter aussi de l'agritech en Israël. Israël, évidemment, comme vous savez, un pays qui a fait de l'agriculture à partir de rien, dans le désert. Et il y a énormément d'innovations qui sont extrêmement intéressantes. Il y a énormément de papiers de recherche qui sortent et qui permettent également de réhabiliter de vieilles méthodes, mais en leur réinjectant de la technologie. Donc voilà, je ne pense pas qu'il faille opposer les deux. En revanche, l'autre question qui ressort de ce micro-trottoir, qui est celle de la surconsommation, est une question, je pense, différente. Et je pense qu'on peut rajouter de la technologie, oui, mais également vouloir quelque part encourager des modes de consommation plus sobres, et se poser la question qui était ressortie de la table ronde précédente, pour être un peu brutal, se poser la question du prix de la viande. Je crois que vous en parliez de manière assez explicite. Si on veut améliorer le bien-être animal, j'avais parlé à un éleveur dans le Limousin qui faisait de la production bio, il disait les gens doivent se rendre compte que la viande est un luxe. Et ça, c'est quelque chose qui est très gênant politiquement, parce que nous sommes dans le pays de Sully, de la poule au pot, et que tout le monde puisse manger de la viande à tout moment a été considéré comme une immense victoire politique, économique, sociale. Bien sûr. Et regardez quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit à propos des repas végétariens à la cantine, « Ah non, il ne faut surtout pas le faire, parce que ça permet aux classes les repas non végétariens permettent aux classes les plus défavorisées de manger de la viande. » On voit bien qu'il est dans l'ancien paradigme, parce qu'aujourd'hui c'est tout l'inverse, plutôt les classes favorisées qui prennent du tofu pour compléter leurs protéines et pour manger flexitarien, etc. Et c'est plutôt les classes défavorisées qui mangent des hamburgers et des nuggets. Et donc on voit bien le temps qu'il faut pour changer ce paradigme-là et pour trouver des substituts probablement à la consommation quotidienne de viande. Et je pense que c'est une des clés à la fois sur les questions de production d'émissions carbone, sur les questions de bien-être animal, sur les questions d'utilisation des surfaces agricoles. Mais c'est extrêmement difficile politiquement et sociétalement. Est-ce que ça veut dire qu'on revient au sujet du départ, qui est ce manque de pédagogie, ce manque d'éducation que l'on peut avoir sur ces sujets? Sophie Primas, donc vous êtes une élue de la République, vous êtes sénatrice, mais vous êtes aussi ingénieure en agriculture de formation, vous êtes femme d'agriculteur, vous cochez toutes nos cases aujourd'hui, formidable, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que les agriculteurs, et plus largement d'ailleurs le secteur de l'agroalimentaire, ont mal vendu les innovations de ces 50 dernières années? Si on en est là aujourd'hui, c'est que finalement c'est de notre faute collective, c'est qu'on n'a pas su expliquer quelles étaient ces innovations et à quoi elles servaient. Alors, moi je voudrais dire, si on se met sur du temps long comme 50 années, je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, l'agriculture ne nourrissait pas l'ensemble de la France et des Français. Et donc l'innovation, elle a été vue comme un progrès extraordinaire, y compris par les Français. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, et je crois que ça a été dit dans la table ronde précédente, on a eu des produits qui étaient absolument sûrs, sur lesquels on n'avait pas de problème sanitaire. On a eu des produits français en quantité. On a su rendre les produits accessibles au plus grand nombre, y compris aux plus modestes. Et donc l'innovation et vous savez, l'agriculture, c'est le secteur économique avec, je pense, l'aéronautique dans lequel il y a le plus d'innovation. Oui. Donc l'innovation des 50 dernières années, elle nous a permis aujourd'hui, pardonnez-moi cette expression, mais d'avoir les ventres pleins.
Voilà. Mmh. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, il y a d'autres tendances. Aujourd'hui, il y a eu peut-être une exagération dans un certain nombre, on va dire, de techniques qui ont été utilisées. Il y a un regard environnemental qui évidemment est extrêmement important, qu'il faut prendre. Et il y a eu cette période un peu curieuse des 10 dernières années où on a passé notre temps à dire l'innovation en agriculture, c'est de l'industrialisation, c'est de la mauvaise qualité que l'on produit, et on a fait de l'agribashing depuis 10 ans. Voilà. Donc on sort à peu près de cette période-là où, après 40 ans d'innovation et de bienfaits pour l'agriculture et de bienfaits pour notre alimentation, on est parti dans une dizaine d'années, une décennie un petit peu d'agribashing tout à fait dommageable. Il y a un travail à faire forcément sur cette pédagogie-là. On entendait la jeune femme qui disait tout et son contraire sur les OGM tout à l'heure, parce qu'en fait, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que, pour rester sur le sujet de notre séquence, sur le produire durable, ce serait quoi pour vous la bonne définition d'une agriculture durable? Il y a des paradoxes forcément là-dessus. Comment faire pour mieux expliquer cette agriculture durable? Moi, je voudrais réagir sur ce qu'on a vu, sur les réactions. Ce que moi, ça me génère comme idée, c'est ce que je viens de voir, c'est qu'il y a une distance extraordinaire entre la société civile et l'agriculture. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs. Donc, on est encore quelques-uns à avoir de la famille agriculteur, des grands-parents agriculteurs. Mais la plupart de nos concitoyens sont très, très éloignés de l'agriculture. Et on a quand même entendu des bêtises terribles. C'est-à-dire, on mélange tous les sujets les uns avec les autres, qui n'ont absolument rien à voir. Parce que c'est local, c'est bon. Parce que c'est local, c'est sûr. Je ne sais pas d'où ça vient, ça, mais c'est pas sûr. OGM et pesticides parce que en même OGM temps. Et pesticides, enfin, vraiment, il y a des bêtises qui sont... Et ça marque une distance très, très importante entre la société hors agriculture et les agriculteurs et leur agriculture. Alors, vous me posez la question de la durabilité. Ben, la durabilité d'une agriculture, c'est d'abord une agriculture qui rémunère ses paysans. Oui. Ça, c'est la première chose, parce qu'il n'y aura pas d'agriculture sans agriculteurs. Et il n'y aura pas d'agriculteurs si on ne les paye pas. Voilà, s'ils ne sont pas rémunérés d'une façon ou d'une autre. La deuxième chose, c'est la durabilité. C'est un peu tarte à la crème, mais quand même, c'est bien sûr de prendre soin de nos outils de travail, c'est-à-dire la terre, l'eau, enfin tous les éléments qui nous servent à produire. Et puis, il y a une durabilité sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit appréhender l'agriculture dans l'ensemble des missions qu'elle porte pour nos concitoyens. C'est bien sûr des missions qui sont nourricières, mais c'est des missions aussi qui sont des missions de sauvegarde de la biodiversité, qui sont des missions d'aménagement du territoire, d'économie rurale. Et donc, il faut appréhender l'agriculture, non pas comme avec un seul objectif, mais avec l'ensemble des aménités qu'elle apporte à la société. Il y a quelque chose que l'on entend, en fait, cette petite musique dans tous les témoignages. Est-ce qu'on n'est pas là en train de se dire qu'il faut redonner de la valeur à l'agriculture, bien sûr, mais à l'alimentation, pour mieux la redonner peut-être à l'agriculture d'ailleurs, mais redonner la valeur à l'alimentation? Oui, il faut redonner de la valeur à l'alimentation. C'est dit, dans les années, il y a 30 ou 40 ans, on dépensait plus de 20% de nos revenus pour l'alimentaire. Ça doit être 10, 11, 12% aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres sujets de dépenses pour nos concitoyens. Oui, il faut redonner de la valeur à l'alimentation. Ça a été dit plein de fois. Mais moi, je voudrais qu'on fasse très attention, et je l'ai entendu aussi à la table précédente, il y a une grande partie de nos concitoyens qui sont des gens modestes. Bien sûr. Et ce que nous consommons aujourd'hui comme produits agricoles, produits en France en particulier, et même en Europe, mais produits spécifiquement en France, c'est une agriculture de très grande qualité, d'extrêmement grande qualité, qui est reconnue comme telle par l'ensemble des pays internationaux. Donc, il faut avoir ça en tête. Et donc là, derrière ce que je dis, on a un problème de compétitivité, mais on y reviendra peut-être derrière. Gaspard Koenig, on parle là finalement de cette valeur de l'alimentation. Je me tourne vers le libéral, affirmé que vous êtes. Finalement, un citoyen qui, lui, est libéral, libre de ses choix, de changer son smartphone tous les ans, de changer sa télé régulièrement à chaque compétition de foot qui change, etc. Tout ça, parfois, hein, au détriment de la qualité de sa nourriture. Est-ce que finalement, elle n'est pas là la question de la valeur que je souhaite mettre dans quelle chose, dans ce que je choisis? D'abord, on peut être libéral et frugal. Moi, je suis pour ça. Hein. Libéral, frugal, ça sonne bien. Oui. Et je pense C'est un nouveau concept. Précisément, là, on arrive un peu dans des questions doctrinales, mais le libéralisme des années 70-80 a été clairement atteint ses limites sur l'ensemble des plans. Que la surproduction, la surconsommation, le jetable sont des choses qui ont montré
leur inanité, leur inefficacité, qui produisent beaucoup de malheur aussi. Et donc, qui est aujourd'hui une tendance sociétale de retour à des choses plus simples. Pas de simplicité au début, mais précisément, la simplicité, c'est pas seulement la question administrative, c'est aussi une manière de vivre. Et je pense que le retour à la nature, pour le dire avec beaucoup de guillemets, est aussi lié à cette recherche d'une forme de sobriété dans le rapport aux choses, dans le rapport à l'autre, dans le rapport aux écosystèmes. On en est un peu loin. Hein. Je regardais les questions des sapins de Noël. Aujourd'hui, les gens, ils achètent 6 millions de sapins de Noël coupés, qu'ils jettent après. Bon, c'est clairement pas une utilisation très écologique, ni très soutenable des ressources naturelles. Mais ça demande de changer sa perspective. Un jour, on se dit, un sapin coupé, c'est quoi? C'est comme le disait très justement le maire de Bordeaux, c'est un arbre mort. Bon, une fois qu'on se dit ça, on change son regard. Et vous voyez, c'est le changement de perspective. Moi, je m'étais jamais dit ça. Et puis, depuis un an, j'ai compris ça. Et maintenant, quand je vois des cadavres de sapins sur le trottoir, ça me choque. Et c'est des choses qui étaient auparavant totalement habituelles. Et donc, ça suppose de changer. C'est compliqué de changer ce qu'on a pour moi aussi, pour tout le monde. On est dans des prisons mentales, et donc changer un peu la manière dont on raisonne, dont on voit les choses, ça prend du temps, mais c'est précisément les vertus du genre de débat que nous avons aujourd'hui, du débat en société, qui parfois ne passe précisément pas par la loi, mais par des changements culturels. Merci beaucoup. Le syndicat des sapins de Noël est très touché de votre sollicitude et vient de nous le faire savoir. Est-ce que je peux réagir Réagissez bien sûr, et puis Stéphane Gigondet ensuite. Voilà, je voudrais dire à Gaspard Koenig qu'il y a des vertus à faire pousser des sapins. Il y a des vertus environnementales à faire pousser des sapins. Non, mais c'est ce qu'il dit. Et lui, il trouve de moins en moins de vertus à les couper, en fait. C'est ça, à les couper. Mais pour les faire pousser, il faut aussi les couper de temps en temps. Et donc, dans la gestion des forêts, en particulier dans la gestion des forêts françaises, la coupe de sapin pour Noël fait partie d'un cycle de vie qui permet par ailleurs de créer des aménités positives pour l'environnement. Donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Non, c'est pas aussi simple, mais je rajouterais peut-être une petite louche de sophistication au sujet, alors, puisque aujourd'hui les sapins ne sont plus coupés en forêt justement pour maintenir les écosystèmes naturels, mais ils sont des productions qui occupent des terres agricoles, qui occupent 5000 hectares de terres agricoles, beaucoup dans le Morvan. Ce sont des grandes sapinières, c'est pas du tout des sapins qui sont dans les forêts, qui participent à l'équilibre d'une forêt. C'est des choses qui pourraient servir à d'autres types de production. Vous me permettrez d'éviter de lancer vraiment une émission sur la production de sapins de Noël. Je suis sûr que ça vous intéresse. On se donne rendez-vous l'année prochaine si vous voulez bien. Vous trouverez Michel Sapin pour animer l'émission. Stéphane Gigondet, vous êtes à nos côtés. Vous êtes le fondateur de Open Food Facts. C'est une sorte de Wikipédia. Racontez-moi exactement ce que j'y trouve dessus et ce que les consommateurs et celles et ceux qui nous regardent peuvent y trouver. Alors effectivement, Open Food Facts, c'est une sorte de Wikipédia pour les produits alimentaires. Nous, on s'est dit que voilà, l'alimentation, c'est quelque chose, il y a des énormes enjeux de santé en France. Aujourd'hui, il y a un adulte sur 2, un enfant sur 5 en surpoids. Et en plus de la santé, ça coûte 20 milliards d'euros par an à l'assurance maladie, le coût du surpoids et de l'obésité. Il y a des enjeux environnementaux, vous les connaissez tous. 25% des gaz à effet de serre, c'est l'alimentation. Et on s'est dit, voilà, ce n'est pas forcément la responsabilité des agriculteurs ou des industriels ou des distributeurs ou de l'État ou de Bruxelles, etc. On s'est dit, c'est l'affaire de tous, y compris des simples citoyens comme nous. Et on s'est dit, si on veut résoudre ces problèmes, il faut d'abord essayer de rassembler les données du problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Open Food Facts. Open Food Facts, en fait, c'est une sorte de bien commun. On a essayé de mutualiser, donc quand même un peu comme dans les coopératives. On a créé une base de données sur tous les produits alimentaires du monde entier, avec toutes les informations qu'on peut trouver sur les ingrédients, sur la nutrition, sur les lieux de production, etc. Et c'est un projet associatif, comme Wikipédia. On a commencé avec une application pour scanner les codes barres, prendre en photo, etc. Et aujourd'hui, on arrive à plus de 2 millions de produits du monde entier. Et ça a trois utilités. La première, bien sûr, c'est d'essayer d'informer la demande. On a parlé beaucoup d'éducation du consommateur. Donc de pouvoir apporter des informations sur la santé, sur l'environnement. Avoir aussi, il y a un point aussi où on a beaucoup parlé du consommateur, mais en fait le consommateur il est pluriel, hein. Chacun d'entre nous on est différent, oui. On peut avoir des allergies, on peut être végétarien ou ne pas manger ou avoir un régime sans sel, etc. Et donc avoir ces données, ça permet aussi de personnaliser et de mieux choisir soi-même.
Ces données, elles sont aussi utiles justement pour l'industrie, pour essayer de trouver des solutions. Moi, quand j'ai entendu tout à l'heure que vous avez trouvé une solution pour emballer les pommes de terre de Noirmoutier, c'est super. Mais surtout, avec ce genre d'informations-là, etc., ça peut servir aux producteurs de pommes de terre de toute la planète. Bien finalement, sûr. Le fait de rendre transparent, parce qu'en fait, il s'agit de ça, cette transparence. En introduction, tout à l'heure, David Jaiz a parlé, c'est important de rendre visible l'agriculture. Et moi, je partage tout à fait ça. Il faut rendre ça transparent, toutes ces complexités, tous ces problèmes, etc., qu'on a d'un bout de la chaîne à l'autre. Il faut que toutes les données soient disponibles pour que chacun, justement, puisse essayer de trouver des solutions et pour qu'on puisse mutualiser ces solutions. Voilà, l'idée, c'est vraiment tirer l'industrie vers le haut, mettre les meilleurs exemples en avant et d'avancer. Ces bonnes pratiques, ces notices finalement de production des produits alimentaires, vous les mettez en avant, etc. En gros, on a l'idéal chez vous. Est-ce que vous les percevez, ces injonctions contradictoires du consommateur qui dit j'ai pas assez d'informations, j'en voudrais, mais une fois qu'elles existent, est-ce qu'ils viennent vraiment vous voir? Est-ce qu'ils viennent vraiment se renseigner, ces consommateurs qui réclament d'un côté d'avoir de l'info une fois qu'ils l'ont, est-ce qu'ils vont l'utiliser? Est-ce que vous entendez, vous, cette dichotomie entre le souhait d'un côté et la vraie utilisation de l'autre? On peut voir des injonctions contradictoires. Moi je vois surtout ces attentes des consommateurs, c'est des reflets des besoins réels de la société. Hein. C'est nourrir tout le monde avec une alimentation saine et qui ne détruit pas la planète. Oui. Donc moi, ça me paraît tout à fait légitime comme attente. Et oui, bien sûr. Alors, ces données qu'on rassemble, en fait, on les donne à tout le monde. Et donc, c'est utilisé dans plus d'une centaine d'applications mobiles. Donc, il y a la nôtre, il y a celle d'Open Food Facts, mais il y a aussi plein d'autres applications. C'est utilisé par les scientifiques aussi pour faire des études, pour voir justement, pour le Nutri-Score par exemple, ça a été très utilisé par les scientifiques qui sont origines du Nutri-Score pour voir si c'était bien adapté à toutes les catégories de produits en France et dans d'autres pays. On a beaucoup parlé de normes aussi tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est très très important que quand on fait des normes, des lois, etc., on regarde toutes les données du problème et pas seulement un produit emblématique. Voilà, si on veut essayer de réduire l'utilisation d'huile de palme, c'est important de ne pas regarder juste le Nutella, mais se dire que voilà, il y a de l'huile de palme ou il y avait de l'huile de palme dans 30% des produits du marché. Donc c'est aussi à ça que ça sert une base de données, c'est aussi éclairer l'action publique. Comment est-ce qu'on fait pour rendre transparente une information au plus grand public et surtout son nécessaire comportement vertueux quand on a une info? On m'a soufflé un truc en préparant cette rencontre. Alors je lis mes notes bien sûr, mais en fait on me dit que l'empreinte carbone d'un poulet de 120 jours élevé et transformé en France, cette empreinte carbone de ce poulet français élevé 120 jours est supérieure à celui d'un poulet élevé pendant 80 jours au Brésil. Alors, en fait, on me dit que pour avoir une empreinte carbone la plus basse, il vaut mieux que je fasse venir un poulet élevé au Brésil plutôt qu'un poulet à côté de chez moi. Alors, j'y comprends plus rien, il faut m'expliquer. C'est un excellent exemple qui montre justement le besoin de transparence sur l'ensemble des informations de la chaîne. Donc, pas seulement le poulet du Brésil, mais savoir ce poulet, il a mangé quoi? Il a mangé du soja, le soja venait d'où, etc. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'empreinte carbone, c'est un élément parmi beaucoup d'autres de l'impact environnemental. Nous, par exemple, on utilise beaucoup la base Agribalise de l'ADEME et l'INRAE, où il y a ce qu'on appelle l'empreinte environnementale européenne, où il y a 16 indicateurs dedans. Et le carbone est l'un de ces 16 indicateurs. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Et ce qui est important, justement, c'est d'essayer de traduire ces informations qui sont complexes. Les données environnementales, c'est très complexe. Mais il faut se rappeler que sur le domaine de la nutrition, c'était la même chose. Qui lisait les tableaux nutritionnels avant, derrière, pour comparer les produits dans les supermarchés? Personne. Et maintenant, sur le plateau, personne. Maintenant, c'est génial parce qu'on a le Nutri-Score, il est affiché sur les produits et on peut comparer les produits. Voilà, mes enfants, ils savent qu'un produit noté A, il est plus sain qu'un produit noté B ou C. Oui. Et c'est maintenant ce qu'on essaye de faire avec l'EcoScore, avec une dizaine d'autres acteurs comme Yuka, comme Eco2 Initiative, ScanUp, etc. On s'appuie sur les données Agribalise d'analyse de cycle de vie des produits. On les complète parce que pour l'instant, l'analyse de cycle de vie n'est pas parfaite, donc il y a certains enjeux, on en a parlé tout à l'heure, comme la biodiversité ou le stockage du carbone dans le sol qui ne sont pas encore complètement pris en compte.
Et donc, on ajoute ça aux données ACV, on prend en compte l'origine des ingrédients, parce qu'il n'y a pas seulement le transport qui, finalement, compte pas pour beaucoup, mais il y a aussi la politique environnementale des pays concernés. Et tout ça, ça nous fait un score éco-score qui fait que un poulet français qui est labellisé bio ou label rouge, il a un éco-score B, et un poulet du Brésil qui n'a pas ces labels, il est éco-score D. D'accord. Répondez, allez-y, je vous en prie. Ça n'a rien à voir d'un point de vue gustatif. C'est sûr. Nous, à Noirmoutier, on est très attachés sur le goût, Bien sûr. sur le bon. Donc là, on fait un poulet à 80 jours, certes, il aura moins d'intrants. Par rapport à un poulet français labellisé, on n'aura pas le même plaisir à le manger. Donc, qui plus est avec des pommes de terre de Noirmoutier, évidemment, puisqu'on est là pour faire la promo là-dessus. C'est une bonne suggestion. Et puis, d'autre part, est-ce qu'on tient compte de l'empreinte carbone transport pour amener le poulet brésilien congelé en France? C'est tout l'enjeu, évidemment. Sophie Primas, c'est une question qui vient sur le chat que beaucoup se posent aujourd'hui. On est sur un sujet central qui nous réunit, bien sûr, dans cette table ronde, mais quelle définition donneriez-vous à la souveraineté alimentaire qu'on évoque à tout vent? Oui, on l'évoque beaucoup en ce moment et je pense que le ministre qui viendra tout à l'heure en fait son cheval de bataille, effectivement. À juste titre, oui. Voilà, à juste titre, la souveraineté alimentaire, c'est la capacité tout simplement à nourrir sa population. Mais justement, moi je pense que la souveraineté agricole, alimentaire, elle ne doit pas être dissociée de la sécurité alimentaire générale d'abord de l'Europe. Voilà, parce que j'entends dans les débats depuis tout à l'heure qu'on parle beaucoup de production agricole pour nourrir la population française, qu'on parle beaucoup de localisme, de relocalisation, de l'agriculture, etc. Tout ça, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça conduise à s'enfermer et à enfermer l'agriculture française uniquement pour la production de la nourriture et d'autres aménités d'ailleurs, uniquement françaises. Parce qu'on oublie, nous, les ventres pleins, qu'il y a 50 ans, il y avait des gens qui ne mangeaient pas bien. Et on oublie qu'une grande partie de la population mondiale, aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité dans le monde, meurt de faim. Voilà. Et on oublie que la vocation d'exportation de la France, que j'entends parfois questionner, où on dit on n'a pas vocation à nourrir le monde, etc. Mais l'agriculture, la nourriture, et en particulier les céréales, et en particulier le blé, c'est un outil d'équilibre des territoires au niveau international. Oui. Et on sait très bien aujourd'hui que si l'on n'arrive pas à gérer cette sécurité alimentaire dans le monde, eh bien, on va vers des crises géopolitiques énormes et on va vers des migrations, évidemment, qui sont tout simplement dues au fait que l'évolution de la population dans certains pays qui ne produisent pas, eh bien, va conduire à des migrations terribles parce qu'ils vont là où il y a la production agricole. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, comme on l'évoquait tout à l'heure en début d'après-midi, est-ce qu'il est urgent de définir un nouveau pacte de société entre la société et l'alimentation, justement? Quelles seraient les étapes, les conditions à respecter pour que ça fonctionne sans que ça relève uniquement du législateur? Oh, je pense que surtout, il ne faut pas que ça relève du législateur. Oui. Je rejoins Gaspard Koenig tout à l'heure qui disait... C'est mieux quand c'est vous qui le dites. Il faut desserrer. Non, mais moi je pense que notre rôle de législateur, en fait, dans le pacte alimentaire, je pense que tout a été dit, l'éducation, l'information, même si aujourd'hui je trouve qu'on est encore loin de l'information parfaite, pardon monsieur, mais c'est vrai que c'est long à mettre en place, c'est long à étudier et c'est difficile parce qu'aujourd'hui on a un Nutri-Score, on a un Rémunérascore qui va se mettre en place, on a un Éco-Score, enfin bon, ça devient compliqué à mettre tout ça sur des produits. Je me tourne vers un industriel, c'est un peu compliqué de mettre tout ça. Trop d'informations tue l'information aussi. Donc voilà, surtout quand on achète un produit en 6 secondes, ce qui est le cas des Français. Mais pour revenir à votre question, je pense que le législateur, son rôle, c'est aujourd'hui d'assurer la compétitivité de l'agriculture française, de faire une agriculture qui soit en réalité dans la capacité à répondre aux injonctions contradictoires de la société. Donc il faut qu'on assure des conditions de compétitivité. Alors ça passe par la fiscalité, ça passe par l'exonération des saisonniers, ça passe par toute une série, ça passe à la taxation sur le carburant, aux exonérations, etc. Je pense que notre rôle, c'est de soutenir l'innovation pour aller dans le sens du nouveau pacte alimentaire. Parce que moi, je pense que l'amélioration de l'alimentation
passe par l'innovation. Donc on doit mettre ça en place. Et puis on doit pousser la recherche, vraiment pousser la recherche à fond, et on doit être absolument sûr qu'on fait encore plus de recherche qu'on en fait aujourd'hui pour l'amélioration de l'alimentation dans des conditions de production qui respectent les injonctions liées à l'environnement et liées à nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Quelqu'un vous demande sur le chat, Sophie Prima, est-ce que c'est au pouvoir public d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs pour mieux s'alimenter ? C'est une question difficile parce que moi, j'empêcherai jamais quelqu'un, y compris dans un ménage modeste, de préférer s'acheter un iPhone que s'acheter une côte de bœuf élevée en France. Voilà. On est quand même dans un espace de liberté et de liberté individuelle. Moi, je pense que c'est plutôt notre rôle d'éduquer. En effet, on en revient à ce qui a été dit tout à l'heure, d'informer, ça je pense avec les labels, avec les appellations d'origine contrôlée, avec l'origine des produits, avec éventuellement des scores environnementaux, nutritionnels, etc. Après, on est quand même dans un pays où chacun est libre et chacun doit avoir gardé sa liberté de consommer ce qu'il veut. Et ce qu'il peut, d'ailleurs, au passage. Gaspard Koenig, j'ai une question pour vous qui nous vient de celles et ceux qui nous écoutent cet après-midi. Vous qui êtes philosophe, comment expliquez-vous la défiance que l'on constate de nos concitoyens vis-à-vis de la science, notamment appliquée au monde agricole ? On parle d'OGM, de produits pour soigner les plantes. Quel est votre regard en tant que philosophe sur le sujet ? Je pense qu'il y a un manque ça a été dit d'ailleurs, un manque de connaissances et d'appropriation, qui est lié aussi au fait que, comme on le disait, avant chacun avait un cousin, un parent qui travaillait à la campagne, et que maintenant de moins en moins. Alors je pense que ça va revenir, que le phénomène des néo-ruraux est très intéressant de ce point de vue-là, parce que ça va retisser des liens entre la campagne et la ville, et que plus généralement, il faut comprendre que la science, c'est pas une espèce de domaine qui serait hors sol par rapport au reste de la société et des découvertes. La science se nourrit des découvertes de terrain. C'est justement ce qu'il y a de plus empirique. Elle est fondée sur la réfutation. Elle ne dit pas ce qu'il faut savoir, mais elle comprend en fait ce qu'on ne sait pas. Elle fonctionne par réfutation du faux et non pas par preuve du vrai, hein, comme le dit Popper. Et ça paraît un peu abstrait, mais c'est exactement la manière dont fonctionne fonctionne l'agriculture depuis toujours. Elle fait des essais, elle expérimente des choses, elle voit ce qui marche pas. Et du coup, c'est comme ça que sont constituées aussi les traditions, les routines, les adages. Et donc, il n'y a pas de dissociation entre la tradition, l'adage et la science. C'est un même mouvement, qui est un mouvement d'expérimentation et d'empirisme. Bien sûr. Je vois D'ailleurs, le livre de Fotorino, Mohican, est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il décrit très bien les générations d'agriculteurs. Et dans ce livre, le père était, disons, converti à l'agriculture très intensive des années 70, et le fils a toutes sortes d'état d'âme et revient à quelque chose de plus respectueux des écosystèmes, etc., mais qui n'est pas du tout contre la science, qui au contraire, c'est des gens les nouveaux agriculteurs comme ça, les nouveaux paysans, comme ils s'appellent souvent, lisent les papiers de recherche les plus pointus, pour mieux comprendre en fait la manière dont les écosystèmes fonctionnent. Ce sont des gens extrêmement éduqués, lettrés, qui vont reprendre parfois d'anciennes traditions simplement parce qu'ils constatent, non pas par foi absolue dans tout ce qui vient du passé, mais simplement parce qu'ils constatent que elles étaient riches d'un certain nombre de tâtonnements, d'approximations, puis d'améliorations. Je vais demander... Merci Gaspard Koenig. Je demande le regard peut-être de Nicolas Paille sur le terrain, finalement, cette relation avec les consommateurs, ce qu'ils exigent de vous, le rapport à la science, le rapport aux produits. Est-ce que vous entendez ces choses-là au quotidien ? Est-ce que vous devez répondre, vous aussi, même faire preuve de pédagogie ? Ce que dit Gaspard Koenig, on est tout à fait en adéquation, notamment avec la nécessaire résolution de problématiques, et notamment de réduction de pesticides. Ça passe par la recherche de nouvelles techniques, souvent très pointues, souvent à la base d'observations de terrain, pour avancer. Voilà. Et le lien que nous avons avec les consommateurs, donc on parle d'éducation, mais l'éducation, ce n'est pas
une orientation uniquement unilatérale au sens réseaux sociaux. Oui. Donc c'est quelque chose de plus large où les principaux acteurs doivent être responsables. Responsables aussi du bien ou du mal qu'on y apporte. Et notamment, bon, pour nous, nous sommes très attachés sur les qualités, en termes de label, label rouge, IGP, et le bon. Voilà, Oui, parce que satisfaction. l'éducation, c'est connaître le produit, connaître le producteur, connaître le goût aussi, évidemment. J'ai 2 questions courtes pour terminer et avec des réponses courtes pour l'un et l'autre. Stéphane Gigandé, on nous demande, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur le contenu des labels Made in France et la perception que vous en avez? Alors, c'est pas un sujet dont je suis expert, malheureusement. Débrouillez-vous, la question vous est posée, donc trouvez-moi une réponse. Est-ce que une réponse exactement? C'est des choses que l'on trouve sur Open Food Facts, que l'on cherche par exemple. Alors sur Open Food Facts, on va mettre toutes les informations qui sont disponibles, justement pour qu'on puisse comparer les choses entre elles, pour qu'on puisse voir, comparer l'éco-score d'un label, de tous les produits d'un label ou d'un autre, ou le Nutri-Score, etc. Ça va être justement très intéressant de croiser les données et de les rassembler au maximum, justement, pour qu'on puisse faire ce genre d'études. Vous en sortez bien, je vous ferai intervenir dans mon prochain congrès des experts comptables que j'anime, si vous pouvez faire une pirouette aussi. Sophie Primas, je voulais terminer avec vous. Pareil, rapidement, mais qu'est-ce que vous pensez-vous de la surtransposition réglementaire des normes européennes dont Gaspard Koenig parlait tout à l'heure et dont beaucoup nous rappellent sur le chat que c'est insupportable au quotidien? C'est insupportable au quotidien parce que ça crée des conditions de concurrence déloyale intra-européennes. Donc c'est ce qu'il y a de pire puisque notre marché est ouvert et heureusement, et c'est un grand marché. Et donc, à partir du moment où on a des surtranspositions, on met nos agriculteurs dans des situations où ils ne peuvent pas jouer dans la même cour, notamment en termes de compétitivité. Donc, je vois que Monsieur le ministre est arrivé. Il sait que c'est un sujet sur lequel lui-même travaille. Nous-mêmes, on travaille ensemble sur ces sujets-là. Alors, il y a 2 solutions pour arriver à essayer de régler ça. C'est soit décider l'Europe, et je l'ai entendu tout à l'heure, à avoir le même niveau d'exigence que nous. Mais on sait très bien que sur des sujets comme ça, on a un certain nombre de pays, notamment des pays de l'Est, qui ne veulent pas du tout aller sur ces transposition, soit on essaye d'être un peu plus raisonnable, parce que valoriser cette surtransposition, c'est extrêmement difficile. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir répondu à ces questions, et le 4e étant Gaspard Koenig, connecté chez lui. Merci d'avoir accepté l'invitation de la coopération agricole et de répondre à ces questions sur des sujets passionnants. Et on l'a fait calmement aujourd'hui, même si ça mériterait certainement qu'on y passe 3 ou 4 jours d'affilée, et ce ne serait même pas terminé.